dans la lumière tamisée d'un grenier médiéval, alors que l'automne s'installe sur la campagne et que les premiers murmures glacés de l'hiver commencent à s'infiltrer par les fentes d'aération. Le destin de toute une communauté repose sur un stockage méticuleux. Imaginez la scène, d'épais murs de pierre s'élevant sur des piliers en forme de champignons, le léger bruissement d'un chat de grange rôdant dans l'ombre, l'odeur terreuse du blé et de l'orge séchée emplissant l'air. Chaque grain, récolté à la fin de l'été, représente la survie même. Au-delà de ces murs, trois ennemis implacables attendant de frapper. La moisissure insidieuse qui prospère dans les coins humides, les rats qui rongent sans cesse les barrières, et la pourriture qui transforme la précieuse nourriture en déchets toxiques. Pour les fermiers médiévaux confrontés à des famines dévastatrices environ tous les 20 ans au début du Moyen Âge, de 750 à 950, et qui, dans les siècles suivants, subissaient des mauvaises récoltes aussi fréquemment que tous les 8 à 12 ans, comme cela a été documenté à Winchester, en Angleterre, entre 1232 et 1349, protéger le grain stocké n'était pas simplement important. C'était la différence entre la vie et la mort pour tous ceux qu'ils connaissaient et aimaient. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 techniques ingénieuses développées par les fermiers médiévaux pour protéger leur ressource la plus précieuse. Nous révélerons des chambres souterraines anaérobies qui créaient des environnements auto-stérilisants des milliers d'années avant que quiconque ne comprenne la microbiologie, des astuces architecturales qui rendaient les bâtiments physiquement impossibles à escalader pour les rats, et des techniques de feu qui séchaient simultanément le grain tout en chassant les nuisibles. Vous apprendrez comment les communautés médiévales menaient une guerre biologique à l'aide de chasseurs à quatre pattes, employaient des méthodes de stockage anciennes datant de 11 000 ans, et construisaient des merveilles architecturales rivalisant avec les cathédrales par leur ingénierie sophistiquée. Il ne s'agissait pas de méthodes primitives bricolées par des paysans ignorants. Elles formaient un système de défense intelligent à plusieurs niveaux, affiné par des millénaires d'observation et d'expérimentation. Les fermiers médiévaux comprenaient les principes du contrôle de l'humidité, de la circulation de l'air, de la lutte biologique contre les nuisibles et de l'ingénierie environnementale, même sans la terminologie scientifique moderne. Leur sophistication remet en question les idées reçues sur le Moyen Âge, offrant un aperçu d'un monde bien plus conscient scientifiquement que ne le suggère l'imagination populaire. Le grain signifiait le pain. Le pain signifiait la survie, et sans technique de stockage efficace, des communautés entières risquaient une famine catastrophique. Découvrons comment ils s'y prenaient. Enfouir le grain sous terre ressemble à une invitation à la catastrophe, n'est-ce pas ? Le bon sens suggère que placer de la nourriture dans la terre humide accélérerait la pourriture plutôt que de la prévenir. Pourtant, cette méthode contre-intuitive représente l'une des techniques de conservation des aliments les plus anciennes et les plus sophistiquées de l'humanité, avec des preuves de fosses de stockage datant de 11 000 ans sur des sites de l'ancien Moyen-Orient, durant la période du néolithique pré-céramique. La pratique de stocker le grain dans des fosses souterraines est apparue en Europe néolithique vers 4500 avant notre ère, se propageant à travers les sociétés agricoles, à mesure qu'elles découvraient sa remarquable efficacité. Durant l'âge du fer, les communautés ont commencé à construire des versions plus grandes et plus raffinées, des chambres en forme de bouteilles d'environ 2 mètres de profondeur, soigneusement excavées dans un substrat rocheux approprié comme le grès ou le calcaire. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des groupes de fosses à travers l'Anatolie, la Crète et le nord-ouest de la Méditerranée, révélant des réseaux de stockage souterrains qui subvenaient aux besoins de colonies entières. Même jusqu'au XVIe siècle, des villes italiennes, comme Cerignola, et des villes fortifiées maltaises, telles que la Valette et Floriana, maintenaient de grandes concentrations de fosses à grains, créant des réserves substantielles capables de résister aux famines ou aux sièges militaires lorsque les approvisionnements de surface pouvaient être coupés ou détruits. Mais comment l'enfouissement du grain le conserve-t-il réellement ? La science derrière cette technique ancienne révèle une compréhension sophistiquée de la chimie environnementale. Voici le processus extraordinaire. Les ouvriers,
remplissez chaque fosse à ras-bord de grains séchés, puis scellez l'ouverture avec de l'argile pour créer une chambre hermétique. Au début, le grain sur les bords extérieurs, en contact avec les parois et le couvercle, commençait à se gâter, exactement comme on pourrait s'y attendre. Cependant, cette pourriture de surface déclenchait le mécanisme de conservation. Les bactéries et les champignons responsables de la décomposition consommaient l'oxygène par la respiration aérobie, le même processus par lequel la plupart des êtres vivants respirent, à mesure que ces micro-organismes se multipliaient et se nourrissaient des bords du grain. Ils épuisaient progressivement l'oxygène à l'intérieur de la chambre scellée. Le dioxyde de carbone remplaçait l'oxygène consommé, jusqu'à ce que l'atmosphère interne devienne ce que les scientifiques modernes appellent auto-stérilisante. Sans oxygène, les organismes responsables de la décomposition mouraient, incapables de poursuivre leur processus aérobie. Simultanément, les nuisibles du grain, comme les charançons, qui ont besoin d'oxygène pour survivre, suffoquaient dans l'environnement appauvri en oxygène. Le résultat ? Une fine couche de grains sacrifiés sur les bords protégeait de vastes quantités de grains parfaitement conservés au centre, maintenus dans un état anaérobie pendant des mois, voire des années. Il ne s'agissait cependant pas d'un simple creusage de trous au hasard. Le succès exigeait des exigences techniques précises. Le revêtement d'argile obligatoire empêchait l'infiltration d'humidité du sol environnant. Même de petites quantités d'eau souterraine pouvaient ruiner tout le stockage. Les fermiers médiévaux et antérieurs comprenaient que la teneur en humidité était absolument critique. Le grain devait être séché jusqu'à 13 à 14% d'humidité avant d'être stocké dans les climats tempérés. Trop humide, et la moisissure proliférerait avant que l'environnement anaérobie ne s'établisse. Trop sec n'avait peut-être pas beaucoup d'importance, mais atteindre le bon niveau représentait un savoir-faire transmis de génération en génération. Plus crucial encore, le seau devait rester complètement intact pendant toute la période de stockage. Toute brèche, qu'elle provienne d'animaux fouisseurs, de mouvements de terrain ou d'humains négligents, introduirait de l'oxygène et détruirait la conservation. L'archéologie expérimentale, menée au cours des dernières décennies, confirme la sagesse ancienne. Lorsqu'il est correctement scellé, le grain frais se conserve remarquablement bien dans les fosses tout au long de l'hiver et au-delà, en ressortant aussi comestible et nutritif qu'à son entrée. Les avantages des fosses souterraines comprenaient une capacité impressionnante. Une seule grande fosse pouvait contenir assez de grains pour nourrir plusieurs familles pendant l'hiver. Une protection contre les menaces de surface comme le feu, le vol et les intempéries, ainsi qu'une adéquation pour les réserves d'urgence à long terme. Les communautés se préparant à une famine potentielle ou anticipant un siège militaire pouvaient accumuler des stocks cachés substantiels. Néanmoins, il y avait des limites. C'était une approche du tout ou rien. On ne pouvait pas accéder à une simple portion du grain stocké sans briser le seau et compromettre toute la chambre. La méthode exigeait également un substrat rocheux, géologiquement approprié. Un sol meuble ou saturé d'eau rendait la construction de fosses impossible. Pour ces raisons, les fosses souterraines servaient des objectifs spécifiques dans une stratégie de stockage plus large, en particulier pour les réserves d'urgence plutôt que pour le grain destiné à un usage régulier. Différentes situations appelaient différentes solutions. Alors que les fosses souterraines offraient une réponse à la conservation du grain, les fermiers médiévaux développèrent simultanément des méthodes qui se sont tournées vers le ciel plutôt que vers la terre, créant des forteresses surélevées qui transformaient la gravité et la géométrie en barrières contre les nuisibles. Les pierres distinctives en forme de champignons disséminées dans les fermes médiévales et encore visibles aujourd'hui dans la campagne anglaise n'étaient pas des ornements de jardin décoratifs. Elles formaient des barrières anti-nuisibles sophistiquées basées sur d'élégants principes géométriques. Ces objets curieux, appelés pierres de Stadel, représentent l'ingénierie médiévale dans ce qu'elle a de plus astucieux, transformant la simple physique en une défense impénétrable contre les ennemis les plus persistants du grenier à grains. Une pierre de Stadel se composait de 2 pièces soigneusement taillées. La base, pyramidale ou cylindrique, mesurait 2 à 3 pieds de haut, généralement sculptée dans du granit ou du grès durable. Au sommet de cette base reposait une pierre de couverture arrondie qui dépassait du bord de la base,
créant cette silhouette caractéristique de champignon. Ensemble, ces pierres appareillées soutenaient les coins et les côtés des greniers, des meules de foin et des ruches, soulevant les structures en bois au-dessus du niveau du sol. L'étymologie révèle la fonction. Stadel dérive du vieil anglais statol, signifiant fondation ou support, décrivant précisément ce que ces pierres fournissaient. La conception ingénieuse avait une fonction anti-rongeur essentielle qui devient claire lorsqu'on imagine la tentative d'invasion d'un rat. Considérez le défi auquel était confronté un rongeur affamé, s'approchant d'un grenier surélevé sur des pierres de Stadel. La base de chaque pierre de support s'effile vers le haut, n'offrant aucun rebord ou surface horizontale où le rat pourrait faire une pause et se regrouper. La surface lisse de la pierre, qu'il s'agisse de granit naturellement poli ou de grès travaillé, n'offre pratiquement aucune prise pour des griffes qui grattent. Même si un rat particulièrement déterminé parvient d'une manière ou d'une autre à grimper à mi-hauteur de la base effilée, il se heurte à la pierre de couverture en surplomb qui dépasse vers l'extérieur. La face inférieure de cette couverture était délibérément maintenue lisse, créant un obstacle totalement infranchissable. Le rat ne peut trouver de prise sur la pierre lisse, sous le surplomb, ne peut pas le contourner et ne peut pas prendre assez d'élan pour sauter par-dessus. La physique et la géométrie se combinent pour créer une barrière absolue. Le plancher du grenier, surélevé d'environ 600 mm, soit environ 2 pieds, au-dessus du sol, reste en permanence inaccessible même pour le rongeur le plus rusé. Au-delà de la fonction principale de barrière anti-nuisible, l'élévation offrait de multiples avantages supplémentaires que les bâtisseurs médiévaux reconnaissaient certainement. Surélever le grenier protégeait le grain stocké des inondations et des infiltrations d'eau, des préoccupations cruciales dans le climat humide de l'Europe du Nord où les pierres de Stadel se sont multipliées. Les inondations printanières ou les fortes pluies d'automne qui auraient pu détruire un stockage au niveau du sol s'écoulaient simplement sous les structures surélevées, laissant le contenu sec et en sécurité. De plus, l'espace d'air entre le sol et le plancher du grenier créait une ventilation naturelle. L'air circulait librement en dessous, empêchant l'accumulation d'humidité qui favorise le développement du mildiou. Cette ventilation décourageait également la germination prématurée qui pouvait se produire lorsque le grain entrait en contact avec la terre humide. La même caractéristique architecturale qui bloquait les rats contrôlait simultanément l'humidité et la température, créant des conditions de stockage optimales. La mise en œuvre médiévale des pierres de Stadel a évolué grâce à l'expérience pratique. Initialement, des supports en bois remplissaient cette fonction, mais le bois se détériore, attire les insectes xylophages et peut offrir une prise légèrement meilleure aux rongeurs grimpeurs. La pierre est devenue le matériau de prédilection, apprécié pour sa durabilité exceptionnelle et sa capacité de charge supérieure. Les preuves archéologiques et architecturales confirment que les pierres de Stadel ont été utilisées à travers l'Angleterre et l'Europe du Nord au moins depuis la période médiévale, la pratique devenant particulièrement répandue du XVIe au XVIIIe siècle. L'investissement requis pour extraire, transporter et tailler ces pierres substantielles indiquait l'importance cruciale que les communautés accordaient à la protection du grain. De nombreuses pierres de Stadel subsistent aujourd'hui, portant encore les marques de ciseaux des maçons médiévaux et du début de l'ère moderne, témoignant de l'efficacité de la technique et de la qualité du travail de la pierre. L'élévation résolvait brillamment le problème des rongeurs, mais les bâtisseurs médiévaux sont allés bien plus loin, concevant des structures entières autour des principes de conservation du grain et créant des bâtiments qui fonctionnaient comme des systèmes de contrôle climatique de précision. Les greniers médiévaux n'étaient pas de simples boîtes, avec un toit construit à la hâte pour protéger les sacs de grains de la pluie. Ils représentaient des systèmes de contrôle climatique soigneusement conçus, dessinés avec précision pour maintenir des conditions environnementales optimales bien avant que quiconque n'invente des termes comme régulation de l'humidité ou gestion du flux d'air. Chaque élément architectural servait des objectifs de conservation spécifiques, transformant de simples bâtiments de stockage en chambres environnementales sophistiquées. Les ennemis fondamentaux du grain stocké, l'humidité, l'air stagnant et la chaleur excessive, étaient parfaitement compris par les bâtisseurs médiévaux, même s'ils manquaient du vocabulaire scientifique moderne pour décrire leurs connaissances. L'humidité encourageait la moisissure et la croissance fongique.
L'air stagnant permettait aux poches d'humidité de s'accumuler et empêchait les processus d'évaporation qui sèchent naturellement le grain. La chaleur accélérait à la fois la détérioration chimique et la reproduction des insectes. Par conséquent, la conception des greniers médiévaux se concentrait sur le maintien d'un mouvement d'air constant, la régulation de la température et la prévention de l'accumulation d'humidité, grâce à des caractéristiques architecturales spécifiquement calculées pour créer des conditions de conservation optimales. La conception du plancher surélevé formait la base de ce système, souvent mise en œuvre grâce aux pierres de Stadel que nous avons déjà explorées. La circulation de l'air sous le plancher fournissait la première ligne de défense contre l'humidité du sol et créait une zone tampon où la température et l'humidité pouvaient être modérées avant d'affecter le grain stocké au-dessus. Mais les architectes médiévaux ne se sont pas arrêtés là. Levez les yeux vers les greniers médiévaux qui subsistent et vous remarquerez des caractéristiques distinctives dans les murs supérieurs. Des claustras en briques ajourées, sans vitrage et en retrait, qui semblent purement décoratifs aux yeux modernes, mais qui remplissaient des fonctions de ventilation essentielles. Ces ouvertures soigneusement conçues permettaient à l'air de circuler à travers le bâtiment tout en assurant la sécurité contre le vol. Des ouvertures trop petites et complexes pour le passage d'un homme, mais parfaites pour l'échange d'air. Les variations régionales reflétaient les conditions climatiques locales. Les greniers en Espagne et dans les Pouilles, où les étés méditerranéens apportaient une chaleur intense, intégrèrent des fenêtres qui permettaient au vent de refroidir depuis plusieurs directions, créant des courants d'air croisés qui évacuaient l'air chaud tout en aspirant l'air plus frais. Le placement stratégique de ces ouvertures sur des murs opposés générait des courants de convection naturelle, rafraîchissant constamment l'atmosphère interne sans nécessité d'intervention mécanique. À l'intérieur du grenier, les détails de construction continuaient de mettre l'accent sur un environnement contrôlé. Les murs étaient maintenus lisses grâce à des planches de bois bien ajustées ou, alternativement, à du plâtre recouvert de lait de chaux. Ces surfaces lisses servaient à plusieurs fins. Elles éliminaient les fissures et les crevasses où les nuisibles pouvaient se cacher, simplifiaient l'inspection des signes d'infiltration et contribuaient au contrôle de l'humidité en créant des barrières non poreuses. Le grain n'était pas stocké en talaches, mais dans des sacs ou des compartiments en bois intégrés. Les contenants réduisaient le volume du grain stocké, permettait à l'air de circuler autour des unités de stockage individuelles, plutôt qu'à travers d'énormes tas indifférenciés, et aidait au processus de séchage en empêchant la compression qui pouvait piéger l'humidité au centre de grandes masses de grains. Les recherches archéologiques révèlent que les compartiments des greniers médiévaux survivent souvent intacts, leur construction montrant un assemblage soigné conçu pour résister aux rongeurs tout en permettant une subtile circulation de l'air. Les sacs offraient également des avantages, plus faciles à manipuler que le grain en vrac. Ils pouvaient être tournés et repositionnés lors de l'aération régulière que nous explorerons bientôt. Cependant, les sacs étaient aussi plus faciles à voler que le grain stocké dans des compartiments fixes, de sorte que les greniers restaient toujours verrouillés lorsqu'ils n'étaient pas en usage actif, les clés étant détenues par des administrateurs de confiance. Le résultat cumulé de ces caractéristiques architecturales créait exactement ce que la conservation du grain exigeait. Un mouvement d'air constant évacuant l'humidité du grain stocké, une température stable protégée des fluctuations extrêmes qui provoquent une condensation destructrice, des conditions sèches fondamentalement hostiles aux moisissures et aux champignons, et la prévention de la germination prématurée qui pouvait se produire si le grain sentait l'humidité suggérant que le temps des semailles printanières était arrivé. Les murs en pierre, couramment utilisés pour les greniers permanents, offraient une inertie thermique, restant frais en été et résistant au gel en hiver, ce qui stabilisait davantage les conditions internes. Les greniers médiévaux fonctionnaient comme des sanctuaires pour le blé, l'orge, le seigle et l'avoine, des incarnations architecturales des connaissances accumulées sur le contrôle environnemental. Pourtant, même le bâtiment le plus brillamment conçu ne pouvait garantir la conservation du grain uniquement par des moyens passifs. Le stockage du grain exigeait une intervention humaine active et continue, ainsi qu'un entretien soigneux.
Le stockage du grain au Moyen Âge n'était jamais une affaire de « on installe et on oublie ». Une conservation efficace exigeait une vigilance constante, un travail régulier et une intervention systématique pour prévenir les problèmes insidieux qui pouvaient y transformer une nourriture précieuse en déchets sans valeur en quelques semaines. Les archives historiques révèlent l'ampleur de cette gestion active. Des registres de paiement des greniers de Londres, au début de l'année 1325, documentent une compensation pour le balayage et la ventilation dudit grain 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Imaginez l'engagement en main-d'œuvre que cela représentait. Les ouvriers ne se contentaient pas de passer et de jeter un coup d'œil au grain. Ils le déplaçaient activement, une action décrite dans les documents contemporains comme jeter le grain d'un endroit à un autre, à l'aide de paniers ou de pelles en bois. C'était un travail physiquement exigeant et répétitif. Chaque semaine, chaque boisseau de grain stocké était soulevé, déplacé et redistribué, exposant chaque grain à l'air frais et à l'inspection. Le processus ne consistait pas simplement à vérifier les problèmes, il les empêchait activement de se développer. En refusant de laisser le grain reposer sans être dérangé, les ouvriers éliminaient les conditions où la détérioration pouvait s'installer inaperçue et se propager à travers tout un compartiment de stockage avant d'être détecté. Le processus de conservation commençait en fait avant même que le grain n'entre en stockage à long terme. Le grain fraîchement récolté contenait un excès d'humidité absorbée de la plante pendant sa croissance et de la rosée du matin durant les derniers jours au champ. Cette humidité favorisait la croissance de moisissures, la fermentation et un échauffement indésirable à mesure que les processus de décomposition naturelle commençaient. Les fermiers médiévaux reconnaissaient la nécessité absolue d'un séchage complet avant le stockage. Le remède traditionnel consistait à étaler le grain, en fines couches, sur les planchers des granges ou sur des aires de séchage extérieur par temps favorable. Les ouvriers retournaient le grain à plusieurs reprises avec des outils en bois, s'assurant que chaque portion était exposée à l'air et permettant à l'humidité de s'évaporer. Ce n'est que lorsque le grain atteignait la teneur en humidité critique de 13 à 14%, un niveau déterminé par des générations d'expérience plutôt que par des instruments modernes, qu'il était transféré dans les greniers pour un stockage à long terme. Cette préparation préalable au stockage s'avérait tout aussi importante que les conditions de stockage elles-mêmes. Pourquoi ce laborieux retournement et cette aération fonctionnaient-ils si efficacement ? Le déplacement du grain empêchait la formation de poches d'humidité dans les zones comprimées où l'air ne pouvait pas pénétrer. Il exposait tout problème en développement. Les premiers signes de moisissure, des preuves d'infiltration de nuisibles, des grains montrant une décoloration ou une détérioration. Assez tôt pour qu'une intervention reste possible. Le grain montrant un début de détérioration pouvait être séparé et soit utilisé immédiatement, soit jeté avant qu'il ne contamine le grain environnant. Le mouvement physique ramenait les zones potentiellement problématiques à la surface, où l'air pouvait les sécher, et la lumière pouvait les révéler aux yeux des inspecteurs. De plus, le processus empêchait le tassement, qui pouvait créer des poches anaérobies miniatures au sein de la masse de grains, très différentes de l'environnement anaérobie intentionnel des fosses scellées. Dans un grenier ouvert, les poches anaérobies signifiaient fermentation et pourriture plutôt que conservation. L'investissement en main-d'œuvre que cela exigeait était considérable. Les communautés devaient dédier des ouvriers spécifiquement à l'entretien du grain, créant une dépense continue qui se poursuivait tout au long des périodes de stockage. Pour les grands greniers contenant la dîme en grains que nous explorerons plus tard, cela pouvait signifier un emploi à temps plein pour plusieurs ouvriers pendant les saisons de stockage de pointe. Néanmoins, le calcul coût-bénéfice favorisait clairement l'entretien actif. L'alternative, négliger le grain stocké, signifiait risquer la perte totale de l'ensemble du stock. Une communauté pouvait économiser les salaires des retourneurs de grains pour ensuite faire face à la famine, lorsque toute sa récolte pourrissait en stock. La réalité économique médiévale rendait le choix évident: payer pour une conservation active ou accepter une perte catastrophique. L'existence de registres de paiement documentés
et la régularité des calendriers d'aération démontrent à quel point les communautés médiévales prenaient la conservation du grain au sérieux, reconnaissant que la survie elle-même dépendait d'une vigilance constante. Les fermiers médiévaux ont également découvert que le moment du traitement du grain lui-même offrait une autre couche de protection, menant à une stratégie de stockage qui pourrait sembler inefficace à nos yeux modernes, mais qui s'est avérée remarquablement efficace. L'astuce de conservation du grain la plus intelligente consistait peut-être à décider de ce qu'il ne fallait pas faire, ne pas battre la récolte immédiatement. Cette approche contre-intuitive, stocker le grain non transformé plutôt que de séparer les grains de leurs structures environnantes, a dominé la pratique agricole de l'Europe du Nord tout au long de la période médiévale et révèle une profonde compréhension de la biologie des insectes. La méthode privilégiée à travers l'Angleterre médiévale et l'Europe du Nord était centrée sur les granges et les meules extérieures, pour conserver les gerbes avant le battage, contrastant fortement avec les pratiques méditerranéennes, où les fermiers battèrent souvent le grain, immédiatement après la récolte. Les preuves archéologiques suggèrent que la plupart des cultures dans les régions du Nord étaient stockées sous forme de gerbes, liées plutôt que de grains transformés. Des granges spécifiquement conçues pour le stockage des gerbes sont apparues sur les grands domaines seigneuriaux à partir du 8e siècle au moins, représentant un investissement architectural et économique important dans cette stratégie de stockage. La perspicacité biologique qui sous-tend cette pratique devient évidente lorsque nous examinons comment les nuisibles du grain attaquent réellement leurs cibles. Les anciens Bretons avaient découvert des millénaires avant la période médiévale que le stockage des épis de céréales entiers et non transformés empêchait les charançons du blé d'établir des infestations destructrices. La raison réside dans la biologie reproductive du charançon. Les charançons femelles attaquent le grain en utilisant des mandibules spécialisées au bout de leur rostre allongé pour percer de minuscules trous dans les grains individuels. Après avoir pénétré le grain, la femelle se retourne, pond un seul œuf à l'intérieur du trou, puis scelle l'ouverture avec un matériau gélatineux sécrété qui durcit et bouche la brèche. L'œuf éclot à l'intérieur du grain, où la larve immature du charançon se développe, se nourrissant de l'intérieur du grain avant d'émerger en tant qu'adulte pour continuer le cycle. Cela rend les charançons extraordinairement difficiles à contrôler une fois établis. La génération suivante grandit littéralement à l'intérieur d'un grain apparemment intact, invisible jusqu'à ce que les adultes émergent et que la reproduction ait déjà eu lieu. Cependant, les charançons ont une extrême difficulté à percer les grains non décortiqués. La balle, les couches protectrices papyracées entourant chaque grain de céréales qui serait donc normalement enlevé lors du battage, fonctionnent comme une armure naturelle. Le blé, l'orge et l'avoine, enfermés dans leurs balles, présentent des barrières que les mandibules des charançons peinent à pénétrer. La structure fibreuse de la balle résiste au perçage, et même si un charançon déterminé réussit à pénétrer les couches externes, les angles difficiles et les multiples barrières rendent la ponte difficile ou impossible. De même, l'alucide des céréales, un autre nuisible sérieux du grain, pond préférentiellement ses œufs sur les grains exposés. Les mites s'approchant du grain, encore enfermé dans les gerbes, trouvent peu d'opportunités d'infestation. Seuls les grains exposés en raison de balles lâches, endommagés ou cassés, s'avèrent vulnérables, une petite fraction du grain total stocké. Le système de traitement hivernal construit autour de cette stratégie de stockage offrait des avantages supplémentaires au-delà de la lutte contre les nuisibles. La récolte avait lieu en août et septembre, lorsque le temps permettait le travail au champ et que le grain arrivait à maturité. Les gerbes étaient rassemblées et transportées vers des granges ou des meules extérieures où elles restaient tout l'automne et l'hiver. Le battage, le processus de séparation du grain des tiges et des balles, avait lieu pendant les mois d'hiver, effectué sur des aires de battage conçues spécifiquement à cet effet. Les ouvriers utilisaient des fléaux, d'anciens outils à main, composés de 2 pièces de bois, reliées par une lanière de cuir, le manche d'environ 5 pieds de long, et le battoir d'environ 3 pieds de long. Un batteur qualifié balançait le fléau en arc rythmé, abattant le battoir avec force contre le grain étalé sur l'aire de battage, brisant les épis et séparant les grains de la paille menue. Les archives historiques indiquent des taux de productivité. Un homme
pouvait battre environ 7 boisseaux de blé par jour, 8 de seigle, 15 d'orge, 18 d'avoine ou 20 de sarrasin. Après le battage venait le vannage. Les ouvriers lancèrent le mélange de grains et de paille menus en l'air, permettant au vent d'emporter la paille plus légère, tandis que les grains plus lourds retombaient pour être collectés. Les granges des colonies saxonnes intégraient délibérément des entrées opposées sur des murs opposés, créant des courants d'air parfaits pour le vannage. Le processus pouvait être répété plusieurs fois jusqu'à ce que le grain soit purifié. Ce système offrait de multiples avantages. Les balles fournissaient une protection naturelle contre les nuisibles tout au long de la période de stockage. Les gerbes s'avéraient plus faciles à empiler et à stocker de manière compacte par rapport aux grains en vrac, qui s'écoulaient maladroitement, et nécessitaient différents types de contenants. Le battage hivernal fournissait un emploi essentiel aux familles paysannes pendant la saison où le travail des champs cessait. Un travail agricole, qui soutenait les communautés toute l'année, plutôt que de concentrer le travail pendant la saison des récoltes. Le grain, traité uniquement, au besoin signifiait une farine plus fraîche pour la cuisson. Le battage pouvait être retardé, jusqu'à ce que le grain soit réellement nécessaire, maintenant les grains dans leurs balles protectrices jusqu'au dernier moment possible. La flexibilité permettait aux communautés d'adapter les calendriers de traitement à la disponibilité de la main-d'œuvre et aux besoins de consommation plutôt que de faire face à la tâche écrasante de traiter des récoltes entières immédiatement. Cependant, tout le stockage de grains ne se faisait pas à l'intérieur des bâtiments. Les fermiers médiévaux maîtrisaient également les techniques de conservation en plein air, créant des structures résistantes aux intempéries qui permettaient une capacité de stockage massive sans les frais de construction d'une grange. Les pittoresques meules de foin et de gerbes qui parsemaient les champs médiévaux n'étaient pas de charmants éléments décoratifs du paysage pastoral. Elles représentaient des systèmes de stockage extérieur habilement conçus qui protégeaient de précieux produits agricoles à travers des hivers rigoureux et une météo imprévisible. Les meules étaient constituées de paille, de foin ou de gerbes de céréales, disposées en grands tas soigneusement construits, conçus pour le stockage du fourrage d'hiver. Ces structures substantielles, contenant parfois la récolte de champs entiers, s'élevaient dans des zones protégées appelées cours à meules, souvent entourées de clôtures pour assurer la sécurité contre les voleurs, qu'ils soient animaux ou humains. Le terme « meule » pouvait s'appliquer à diverses configurations, mais toutes partagèrent le même objectif fondamental: créer un stockage extérieur, résistant aux intempéries, pour des produits agricoles de grand volume. Une étape intermédiaire impliquait les moyettes, de plus petits arrangements temporaires, où les gerbes étaient dépositionnées dans les champs pour maintenir les épis à l'écart du sol humide, permettant au grain récolté de sécher, tout en le protégeant de la vermine, jusqu'à ce que le transport vers le stockage à long terme soit possible. Dans les climats humides, comme celui de la Grande-Bretagne, où la pluie représentait une menace constante pour le fourrage et le grain stocké, la construction de meules est devenue une tâche qualifiée nécessitant une expertise considérable. Empiler simplement les gerbes au hasard aurait entraîné une infiltration d'eau, une pourriture intérieure et la perte complète du matériel stocké. Des meules réussies exigeaient un drainage adéquat, les positionner sur un terrain légèrement surélevé ou créer des bases surélevées qui empêchèrent l'humidité du sol de remonter par capillarité. La compression s'avérait essentielle. Trop lâchement empilée, la pluie pénétrait profondément. Trop tassée, l'air ne pouvait pas circuler pour empêcher la fermentation. Les formes les plus avancées impliquaient le chômage du sommet de la meule avec de la paille ou des roseaux superposés, créant des barrières résistantes à l'eau qui fonctionnaient comme des toits de tuiles médiévaux. Les chaumiers qualifiés savaient comment superposer les matériaux pour que l'eau s'écoule sans pénétrer à l'intérieur, créant des cœurs secs même pendant des pluies prolongées. Chaque couche de chaume nécessitait un angle et un chevauchement approprié, avec des bords comprimés et fixés. Parfois, des bâches imperméables supplémentaires, des toiles huilées ou d'autres matériaux résistants à l'eau fournissaient une protection supplémentaire lors de conditions météorologiques particulièrement sévères. La fonction et le but des meules allaient au-delà de la simple commodité. Le grain encore en gerbe et le foin représentaient tous deux des articles très volumineux, occupant un espace énorme par rapport à leur poids. Seules les granges les plus substantielles pouvaient fournir un espace intérieur adéquat pour la récolte entière d'une grande ferme.
Les meules offraient du moins une capacité de stockage extensible. Les communautés pouvaient en construire autant que nécessaire pour s'adapter au rendement variable des récoltes sans être contraintes par les dimensions fixes des granges. Cette flexibilité s'est avérée inestimable compte tenu de la variation significative d'une année à l'autre des volumes de récoltes médiévaux. L'étape des moyettes servait de séchage intermédiaire crucial, permettant aux grains fraîchement coupés de perdre l'humidité des champs tout en restant à l'extérieur avant d'être rassemblés en meules ou en granges. Les cours à meules clôturées ajoutaient des couches de sécurité, dissuadant le vol occasionnel en créant des limites et en rendant l'accès non autorisé plus difficile et évident. L'échelle des meules correctement construites pouvait être impressionnante. Certaines contenaient littéralement des tonnes d'herbes séchées ou de grains, représentant des mois de nourriture pour le bétail ou des portions substantielles des réserves de grains de la communauté. Les illustrations et les manuels agricoles survivants de la fin du Moyen Âge et du début de l'ère moderne montrent des meules rivalisant en taille avec de petits bâtiments. Pour les fermes avec un espace de grange limité, ce qui incluait la majorité des petites fermes médiévales où la construction de vastes granges en pierre ou en bois restait économiquement impraticable. La maîtrise de la construction de meules s'avérait essentielle pour la survie. Une meule bien construite pouvait durer des hivers entiers, maintenant un contenu sec et utilisable de l'automne au printemps. La compétence requise était suffisamment spécialisée pour que certaines communautés aient des experts reconnus en construction de meules, et la qualité des meules d'une ferme servait de preuve visible de sa compétence agricole. Au-delà des méthodes de protection passive impliquant l'architecture et la configuration du stockage, les fermiers médiévaux employaient également des techniques actives utilisant le feu et la fumée, le pire ennemi du grain, transformé en un puissant allié grâce à une application minutieuse. Le feu représentait à la fois une menace existentielle et un outil inestimable pour la conservation du grain, selon la manière dont les fermiers médiévaux l'appliquaient. Le contact direct entre la flamme et le grain signifiait une perte catastrophique, mais un feu contrôlé à une distance appropriée devenait l'une des méthodes de séchage et de lutte contre les nuisibles les plus efficaces disponibles dans les climats humides. Les granges à grains médiévales comportaient parfois des fours circulaires construits à une extrémité de la structure, créant des espaces dédiés au traitement du grain par le feu. La conception révèle une compréhension sophistiquée de l'ingénierie. Le feu était allumé dans un foyer désigné, une chambre de combustion construite en pierre ou en brique. L'air chaud et la fumée de ce feu voyageaient à travers un conduit de fumée, essentiellement un canal qui dirigeait le flux de chaleur. Le conduit passait sous le grain étalé sur un treillis de branchage positionné dans la cuve du four, créant une plateforme surélevée qui empêchait tout contact direct entre la flamme et le grain, tout en permettant à la chaleur et à la fumée de circuler à travers la masse de grain. Cet agencement fonctionnait comme un tamis géant, suspendu au-dessus d'une source de chaleur, avec des principes d'ingénierie cruciaux à l'œuvre. On ne pouvait pas simplement sécher du grain humide sur un sol solide avec un feu en dessous. Le grain en contact direct grillerait, tandis que le grain au-dessus resterait humide. Le treillis de branchage créait une surface perméable permettant à l'air chaud de monter à travers la couche de grain, créant des conditions de séchage uniformes. Certaines installations comportaient des plateformes surélevées élaborées, positionnées à au moins 1 mètre au-dessus du niveau du sol, avec des feux importants, entretenus en dessous pendant toute la période de séchage. Le processus de séchage répondait à un défi fondamental de l'agriculture nord-européenne et britannique. Les récoltes avaient souvent lieu par temps incertains, et le grain sortait fréquemment des champs, avec plus d'humidité que le seuil critique de 13 à 14% sans danger pour le stockage à long terme, surtout pendant les saisons de récolte humide, ce qui n'était pas rare dans le climat maritime de la Grande-Bretagne. Le grain pouvait arriver humide, voire mouillé. Le stocker sans séchage préalable garantissait la croissance de moisissures et la fermentation. La solution impliquait un séchage contrôlé par le feu. Dans les pays particulièrement humides, des feux étaient allumés et entretenus sous des plateformes surélevées pendant de longues périodes, parfois en continu pendant des jours, servant un double objectif. Le premier était de sécher le produit, en expulsant l'excès d'humidité par un chauffage doux qui évaporait lentement la teneur en eau sans cuire le grain, ni endommager sa valeur nutritive ou sa capacité à germer s'il était destiné aux semences. Le second
était de dissuader les insectes et autres nuisibles qui trouvaient la fumée et la chaleur profondément inhospitalières. Le processus exigeait une surveillance attentive. Trop de chaleur pouvait endommager le grain, fissurer les grains ou, dans le pire des cas, enflammer toute la structure. Trop peu de chaleur signifiait un séchage inadéquat et un gaspillage de combustible. Les ouvriers expérimentés apprenaient à juger les températures appropriées, les taux de consommation de combustible et la durée de séchage par une observation exercée. Le bonus de la fumée en matière de lutte contre les nuisibles ne doit pas être sous-estimé. Les sources médiévales recommandaient explicitement de faire une fumée et une puanteur pour chasser les rongeurs et les insectes. Les ingrédients prescrits pour une fumée anti-nuisible comprenaient des matériaux plutôt exotiques, de la corne de cerf, des sabots de chèvre, des racines de lys ou du galbanum, une résine végétale. Ces substances, lorsqu'elles étaient brûlées, produisaient une fumée particulièrement âcre et désagréable que les rongeurs trouvaient intolérable. La combustion de soufre était également pratiquée, créant des fumées suffocantes qui repoussaient les fourmis, les chenilles et divers autres nuisibles. La fumigation avait lieu autour des zones de stockage, créant des environnements hostiles qui décourageaient l'infiltration des nuisibles. La chaleur et la fumée formaient ensemble une attaque à deux volets contre les nuisibles du grain. La chaleur tuait directement de nombreux insectes et leurs œufs, tandis que la fumée chassait ou tuait les autres. Les rongeurs, incapables de tolérer l'atmosphère âcre, abandonnaient les zones soumises à une fumigation prolongée. Les risques inhérents à cette méthode étaient évidents. Le feu près des réserves de grains représentait un danger omniprésent. Les archives médiévales documentent de nombreux incendies de granges catastrophiques, où les flammes se sont propagées depuis les fours ou d'autres sources de chaleur pour engloutir des réserves de grains entières, s'étendant parfois aux bâtiments environnants et entraînant des désastres à l'échelle de la communauté. La technique exigeait de la compétence, une attention constante et des conditions favorables. Néanmoins, dans les climats humides, le calcul était simple. Tenter de stocker du grain humide sans le sécher garantissait une perte certaine, due à la moisissure et à la fermentation, tandis que le séchage contrôlé par le feu offrait une forte probabilité de succès malgré les risques associés. Lorsqu'elle était correctement exécutée, la méthode fonctionnait brillamment, transformant un grain humide potentiellement inutilisable en un grain sec pouvant être stocké en toute sécurité. La survie des granges équipées de fours et les preuves documentaires des pratiques de séchage par le feu dans toute l'Europe du Nord témoignent de la nécessité fondamentale et de l'efficacité démontrée de la technique. Alors que la fumée pouvait chasser les nuisibles, les fermes médiévales employaient simultanément une solution biologique plus élégante, une solution qui ne nécessitait aucun équipement spécial, fonctionnait en continu sans surveillance et offrait même de la compagnie. La méthode de lutte contre les nuisibles la plus populaire au Moyen Âge ronronnait, avait des moustaches et une queue, et travaillait en échange de restes de nourriture et d'une affection occasionnelle. Les chats représentaient une technologie de contrôle des rongeurs parfaite, auto-entretenue, auto-reproductible, ne nécessitant aucun équipement spécial, fonctionnant en continu sans surveillance, et réellement bénéfique à avoir autour de soi. La pratique d'employer des chats pour la lutte contre les nuisibles dans les greniers à grains est née dans l'Égypte ancienne, où la domestication des chats semble avoir commencé spécifiquement en raison de leur valeur pour contrôler les rongeurs menaçant le grain stocké. Ces chasseurs nés, patients, silencieux, équipés de griffes acérées comme des rasoirs et de réflexes foudroyants, empêchaient les rats et les souris de dévaster les récoltes. La pratique s'est répandue dans toute la Méditerranée et en Europe médiévale, où les chats sont devenus omniprésents dans les fermes, les greniers et tout endroit où le grain était stocké ou transformé. Les greniers et les granges médiévaux créaient des terrains de chasse idéaux du point de vue d'un chat, des espaces clos remplis d'animaux proies, offrant d'innombrables occasions d'exercer leurs instincts de chasse. La relation symbiotique profitait aux deux espèces. Les chats recevaient des sources de nourriture fiables et un abri, tandis que les humains gagnaient un contrôle des nuisibles infatigables qui ne se plaignaient jamais, n'exigeaient jamais de salaire et travaillaient nuit et jour. Le problème des rats auxquels ces gardiens félins s'attaquaient était réellement grave.
Les rats n'étaient pas de simples nuisances, ils représentèrent des menaces pour la survie elle-même. Responsables de la contamination et de la destruction pure et simple de sources de nourriture souvent rares, les rats pouvaient dévaster les réserves de grains, à la fois par consommation directe et par souillure. Une seule famille de rats pouvait consommer ou gâter des quantités substantielles de grains au cours d'un hiver. Pire encore, les rats transportèrent des puces vectrices de maladies, ce qui en faisait des vecteurs de la peste et d'autres maladies dévastatrices. Les rats se reproduisaient avec une rapidité alarmante. Un couple reproducteur pouvait engendrer des centaines de descendants en un an dans des conditions favorables. Les méthodes médiévales traditionnelles se sont avérées inadéquates contre les populations de rats en explosion, en particulier dans les villes où les mauvaises pratiques sanitaires créaient des conditions de reproduction idéales. Les chasseurs de rats professionnels sont apparus comme une profession spécialisée. Des individus qui patrouillaient les rues armés de bâtons et de planches pouvaient être engagés pour éliminer les infestations de propriétés spécifiques et développer diverses techniques de contrôle des rongeurs. Ils employaient des pièges construits avec de petites planches sur des bâtons, créant des mécanismes à ressort ou à chute qui capturaient ou tuaient les rats. Au début du XVIIIe siècle, la méthodologie des chasseurs de rats s'était élargie pour inclure diverses approches, des pièges, des substances chimiques et des chiens terriers entraînés, spécifiquement élevés et dressés pour localiser et tuer les rats dans des espaces confinés. L'importance culturelle que les communautés médiévales accordaient à la dynamique chat-rongeur se révèle dans des pratiques curieuses. Des recherches archéologiques ont mis au jour des cadavres de chats, avec des souris mortes fourrées dans leur bouche, délibérément intégrées dans les fondations de maisons anglaises datées du XIVe au XVIIIe siècle. La croyance voulait que cette installation macabre dissuade les rongeurs vivants d'entrer dans les lieux. Une forme de pensée magique qui démontre néanmoins l'importance cruciale accordée au contrôle des rongeurs. Les chats étaient appréciés spécifiquement et principalement pour leur capacité de chasseurs de souris. L'affection et la compagnie étaient nées des avantages secondaires. Les greniers et les granges abritaient souvent des chats de travail dont la vie était centrée sur la chasse, avec une interaction humaine minimale, mais une supplémentation alimentaire fournie pendant les périodes de chasse maigre. Des alternatives chimiques au contrôle biologique par les chats existaient, bien qu'avec une efficacité limitée. Peu de produits chimiques ou d'extraits de plantes capables de tuer réellement les rats étaient connus à l'époque médiévale, bien que les chasseurs de rats aient expérimenté diverses substances à base de plantes destinées à repousser les rongeurs. Le Conte du pardonneur de Chaucer, écrit en 1387, inclut un détail sur l'achat de quelque chose chez un apothicaire pour tuer les rats, indiquant la disponibilité commerciale de poisons à rats à la fin de la période médiévale. Cependant, ces méthodes chimiques restaient coûteuses, potentiellement dangereuses pour les humains et les animaux domestiques, et d'une efficacité peu fiable. Les chats, en revanche, étaient fiables, sans danger pour les humains, auto-entretenus, et, à bien des égards, plus efficaces que toute alternative chimique. Un bon chasseur de souris pouvait nettoyer et maintenir un grenier, chassant continuellement et s'adaptant au comportement des rongeurs d'une manière qu'aucun poison ne pouvait égaler. Les chats chassaient par instinct, mais les fermiers médiévaux employaient aussi délibérément des défenses à base de plantes, exploitant l'arsenal chimique de la nature pour créer des barrières supplémentaires contre les nuisibles. Les mêmes herbes qui parfumaient les ragoûts médiévaux, embaumaient les maisons médiévales et figuraient dans les jardins de simples médiévaux, servait également un autre objectif crucial, protéger le grain stocké et d'autres produits agricoles des insectes nuisibles. La connaissance médiévale des propriétés botaniques, bien que dépourvue d'analyse chimique moderne, s'est avérée remarquablement précise grâce à des siècles d'observation et d'expérimentation. La lavande se classait parmi les herbes les plus appréciées, employée explicitement à la fois comme désinfectant et comme insectifuge. Son parfum puissant et distinctif, agréable pour les nez humains, mais apparemment répréhensible pour de nombreux insectes, la rendait utile dans les foyers et les zones de stockage. Le romarin était couramment utilisé pour dissuader les nuisibles, placé sous les oreillers pour décourager les insectes de lit, et dispersé dans les zones de stockage. La menthe s'est avérée très populaire pour repousser les souris et les fourmis,
avec des feuilles de menthe fraîches ou séchées, positionnées stratégiquement près des zones vulnérables. L'aurone, une espèce d'artémisia, a gagné le nom français de garde-robe, littéralement protège les vêtements, car les mythes détestent particulièrement son odeur. Les foyers médiévaux l'utilisaient abondamment pour le rangement des vêtements. Plus généralement, les gens du Moyen Âge comptaient sur les herbes fortement parfumées pour décourager divers types de vermines, tout en masquant simultanément des odeurs moins agréables, comme les corps non lavés, dans les espaces de vie où le bain restait peu fréquent. La compréhension scientifique moderne confirme la sagesse de la pratique médiévale, tout en expliquant des mécanismes inconnus des praticiens historiques. Le romarin contient des niveaux élevés de camphre, un puissant répulsif naturel contre les insectes, particulièrement efficace contre les mites et les coléoptères, précisément les insectes qui menaçaient le grain et les tissus stockés. L'efficacité de la lavande contre les mites a été validée à plusieurs reprises, expliquant son utilisation répandue dans le stockage des tissus où elle repoussait les insectes destructeurs et rafraîchissait les matériaux stockés. Les huiles volatiles fortes de la menthe et d'autres herbes aromatiques repoussent réellement certains insectes. Ces substances confondent ou submergent les systèmes sensoriels des insectes. De nombreux insectes dépendent fortement de l'odorat pour localiser les sources de nourriture, et les herbes aromatiques puissantes masquent efficacement les odeurs subtiles qui attireraient autrement les nuisibles vers les réserves de grains. Les méthodes d'application variaient probablement selon la situation spécifique et les ressources disponibles. Des herbes séchées pouvaient être dispersées parmi les réserves de grains, mélangées directement avec le grain stocké dans certains cas, ou suspendues en bouquets au chevron du grenier, où leurs huiles volatiles s'évaporeraient dans l'air et imprégneraient l'espace de stockage. Les composés aromatiques nécessiteraient un rafraîchissement régulier à mesure que les parfums s'estompaient avec le temps. Les gardiens de greniers médiévaux remplaçaient ou complétaient vraisemblablement les bouquets d'herbes périodiquement tout au long des saisons de stockage. Cela faisait partie de l'approche de gestion intégrée des nuisibles. Les herbes n'élimineraient pas les problèmes de nuisibles à elles seules, mais combinées avec des barrières physiques, un entretien actif, des chats et d'autres techniques, elles contribuaient à l'efficacité globale. Une limitation importante des preuves mérite d'être reconnue. Bien que les herbes aromatiques soient extrêmement bien documentées pour la lutte contre les nuisibles domestiques, le stockage des vêtements et l'usage domestique général, les preuves spécifiques de sources primaires pour leur utilisation directe dans les greniers pour le stockage du grain s'avèrent plus limitées dans les documents médiévaux survivants. Le principe était clairement compris et largement appliqué au stockage des aliments en général, ce qui rend l'application au stockage du grain une extension logique. La pratique a peut-être été si courante qu'elle n'a pas été spécifiquement documentée. Les textes médiévaux ont tendance à enregistrer les pratiques inhabituelles ou les interventions coûteuses plutôt que les techniques évidentes du quotidien. Néanmoins, l'honnêteté exige de noter que si nous avons de solides preuves de la compréhension médiévale des propriétés répulsives des herbes aromatiques et de leur utilisation autour des foyers et du stockage des aliments, la documentation directe d'herbes dispersées spécifiquement dans le stockage de grains reste moins abondante que les preuves pour certaines autres techniques discutées dans cette exploration. Les fermiers individuels et les petits domaines employaient ces diverses techniques que nous avons examinées. Mais la société médiévale a également développé quelque chose de plus ambitieux, une infrastructure de stockage centralisée qui combinait toutes les astuces précédentes au sein d'une architecture monumentale financée par les institutions religieuses. Les solutions de stockage de grains les plus impressionnantes combinaient toutes les techniques que nous avons explorées: élévation, ventilation, barrières anti-nuisibles, espaces de traitement et capacités massives, dans une architecture monumentale qui rivalisait avec les cathédrales en sophistication et souvent en taille pure. C'étaient les granges dîmières, et elles représentaient l'infrastructure agricole médiévale dans ce qu'elle avait de plus ambitieux. Le système de la dîme a créé la base économique nécessitant des bâtiments aussi importants. Les fermiers de toute l'Europe médiévale chrétienne étaient tenus de donner un dixième de leur production agricole à l'église établie. Le mot dîme dérive de l'anglo-saxon theota,
signifiant simplement dixième. Ce n'était pas une charité facultative, mais une obligation. 10% de la production annuelle soutenait les églises locales et le clergé qui fournissait des services spirituels à la communauté. Tout était soumis à l'obligation de la dîme, légumes, grains, semences, lait, œufs, laine, chaque produit agricole. La quantité physique impliquée était énorme. Un district agricole prospère pouvait générer des centaines de tonnes de grains par an pour la collecte de la dîme, plus des quantités correspondantes d'autres produits. Cela nécessitait une infrastructure de stockage à une échelle bien au-delà de ce dont les fermiers individuels avaient besoin pour leurs propres provisions. C'est là qu'intervient la grange dîmière. Les premiers exemples sont apparus à la fin du XIIe siècle, construits particulièrement à travers l'Angleterre dans le cadre des systèmes agricoles monastiques, en expansion développés par les ordres cisterciens et bénédictins. À partir de 1200 environ, des granges ont été construites spécifiquement pour le stockage de la dîme à travers la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord, en particulier en France, où les domaines monastiques possédaient de vastes terres agricoles. Les archives historiques documentent des constructions spécifiques. Vers l'an 1200, les chanoines de l'abbaye de Torres ont construit une grange substantielle pour stocker les paiements de la dîme des fermes environnantes. L'abbé John de Brockhampton, qui a dirigé son monastère de 1282 à 1316, a construit une grange spécifiquement pour stocker le foin et les céréales avant le battage, un bâtiment qui survit encore aujourd'hui, comme témoignage de l'ingénierie médiévale. Le mot même de barn, grange en anglais, révèle ses origines liées au stockage du grain. Il dérive du vieil anglais bear, signifiant orge ou grain, et aern, signifiant lieu de stockage, littéralement, un lieu de stockage du grain. Les caractéristiques architecturales des granges dîmières démontrent la connaissance accumulée au Moyen Âge sur la conservation du grain. Beaucoup comptaient parmi les réalisations architecturales les plus impressionnantes de l'Angleterre médiévale, rivalisant avec les cathédrales en taille et en complexité structurelle. Certaines granges dîmières dépassent 100 pieds de longueur, avec des hauteurs de toit approchant celles d'églises importantes. La conception moderne de la grange a largement évolué, à partir de la tradition de la grange médiévale à 3 nefs, perfectionnée pour la première fois dans ses constructions monastiques. La conception standard incorporait une aire de battage positionnée au centre pour le traitement et le stockage des céréales, maintenant le grain dans les conditions sèches essentielles à sa conservation. De grandes portes doubles occupaient le centre d'un mur latéral, tandis qu'une porte plus petite sur le mur opposé créait le courant d'air transversal essentiel au vannage, le courant d'air qui séparait la paille menue plus légère des grains de céréales plus lourds lorsque les ouvriers lancèrent le grain battu en l'air. La récolte de céréales était stockée dans des zones désignées de chaque côté de l'aire de battage central. Cette conception de base est restée largement inchangée entre le XIIe et le XIXe siècle, s'avérant si efficace que 700 ans d'évolution agricole n'ont trouvé aucune raison de la modifier substantiellement. La qualité de la construction était à la hauteur de l'ambition architecturale. Construite par des monastères éloignés en tant que granges, des centres de production agricole stockant les produits de fermes monastiques lointaines, ou associés à des églises de villages et des presbytères, les granges dîmières représentaient un investissement en capital substantiel. Des murs en pierre dans de nombreux cas, bien que certains utilisaient une charpente en bois, des charpentes de toit en bois massif employant une menuiserie sophistiquée. Une attention particulière au drainage, aux fondations et à l'étanchéité. Le nombre remarquable qui survit aujourd'hui, beaucoup encore en usage ou préservé comme monument historique, témoigne d'une qualité de construction exceptionnelle. Les bâtisseurs médiévaux travaillant sur les granges dîmières avaient accès à la meilleure technologie et aux meilleures connaissances en construction disponibles, car ces bâtiments protégeaient à la richesse, littéralement. Une grange dîmière pleine de grains représentait une valeur économique énorme, soutenant des communautés religieuses entières et leurs œuvres caritatives, éducatives et spirituelles. De multiples fonctions assuraient une utilité tout au long de l'année. Le but principal était le stockage de grains à long terme dans des conditions optimales, surélevées, ventilées, à l'abri des nuisibles et des intempéries.
La fonction secondaire était de servir de lieu de travail en hiver pour le battage et le vannage, fournissant un emploi aux familles paysannes pendant les saisons où le travail des champs cessait. La taille de la grange facilitait le travail communautaire, avec plusieurs ouvriers utilisant des fléaux simultanément sur l'aire de battage. Les domaines ecclésiastiques ont particulièrement investi dans ces structures, mais à la fin du Moyen Âge, de nombreuses granges plus petites suivant les mêmes principes de conception ont été construites par des fermiers tenanciers prospères qui avaient accumulé suffisamment de richesses pour financer une infrastructure de stockage permanente. L'importance des granges dîmières allait au-delà de la simple capacité de stockage. Elles représentaient la richesse et le pouvoir concentré de l'Église médiévale, rendant visible la base économique qui soutenait les institutions religieuses. Pourtant, elles représentaient aussi un investissement communautaire dans la sécurité alimentaire. Des dîmes correctement stockées pouvaient être redistribuées pendant les famines, fournissant une aide d'urgence lorsque les fermes individuelles faisaient faillite. Les granges incarnaient la meilleure technologie et l'expertise en construction disponible, intégrant toutes les connaissances accumulées sur la conservation du grain dans des structures uniques. Elles se dressent aujourd'hui comme un témoignage de l'importance cruciale que la société médiévale accordait au stockage du grain, valant un investissement en ressources qui rivalisait avec la construction de cathédrales. Ces 10 techniques, des anciennes fosses à grains aux merveilles architecturales, formaient une défense complète contre les ennemis implacables, menaçant la ressource la plus essentielle de l'humanité. Les fermiers médiévaux n'étaient pas des paysans primitifs, luttant avec des connaissances inadéquates contre des défis insurmontables. C'étaient des solutionneurs de problèmes sophistiqués qui ont développé et affiné des systèmes de défense à plusieurs niveaux, protégeant la ressource dont toute vie dépendait. Considérez l'étendue de leur approche. Des barrières physiques comme les pierres de Stadl et les planchers surélevés qui transformaient la géométrie et la gravité en barrières anti-nuisibles. Le contrôle environnemental par l'architecture de ventilation, le séchage au feu et la gestion de l'humidité qui créaient des conditions de conservation optimales, le contrôle biologique déployant les chats comme des chasseurs infatigables, des dissuasifs chimiques et à base de plantes incluant des herbes aromatiques et de la fumée fumigante, un entretien actif par une aération et un retournement régulier qui prévenaient les problèmes avant qu'ils ne s'installent, l'innovation architecturale, produisant des granges spécialisées avec des capacités de ventilation et de traitement intégrées, et des stratégies de traitement différées, comme le stockage du grain en gerbe qui exploitait les balles protectrices naturelles. Aucune technique unique ne suffisait. Une conservation efficace exigeait la combinaison de multiples protections redondantes, garantissant que si une méthode échouait ou s'avérait inadéquate, d'autres compenseraient. Cela représente une pensée systémique sophistiquée, reconnaissant que les problèmes complexes nécessitent des solutions à multiples facettes. Les enjeux sous-jacents à ces techniques n'étaient rien de moins que la survie elle-même. Ces méthodes de conservation n'étaient pas des exercices académiques ou des améliorations facultatives. Elles signifiaient la différence entre la vie et la mort pour des communautés entières. Les mauvaises récoltes frappaient avec une régularité dévastatrice. Tous les 8 à 12 ans à Winchester, en Angleterre, entre 1232 et 1349. Tous les 12 ans pour le blé. Tous les 8 ans pour l'orge et l'avoine. Tous les 20 ans en moyenne à travers l'Europe entre 750 et 950. Les mauvaises récoltes ne créaient pas simplement un inconvénient temporaire. Elles augmentèrent la probabilité d'échec ultérieur de 20 à 30%, créant des catastrophes en cascade. La technologie de transport limitée signifiait que les communautés restaient largement autosuffisantes. Le prix du grain doublait pour environ chaque 50 à 100 miles de transport par voie terrestre, rendant le soulagement de la famine dans une région par l'importation depuis une autre souvent économiquement impossible. La capacité de stockage de grains médiéval était en fait assez limitée dans l'ensemble, de nombreuses communautés ne maintenant aucune réserve de report. Cela rendait les techniques de conservation efficaces absolument critiques. La croissance démographique pendant la période médiévale a atteint des niveaux qui dépassaient la capacité de la société à se nourrir, faisant de la différence entre un stockage compétent et un stockage défaillant, la différence entre l'adéquation et la catastrophe.
Une mauvaise saison de stockage pouvait signifier la famine pour toute une communauté. Ces 10 astuces ont rendu la survie possible à une époque où l'agriculture nourrissait des populations vivant à la marge de la subsistance. Remarquablement, les fermiers médiévaux comprenaient des principes scientifiques fondamentaux, même sans terminologie moderne ni équipement de laboratoire. Ils saisissaient la conservation anaérobie, que les environnements scellés et appauvris en oxygène empêchent la décomposition, des milliers d'années avant que la microbiologie n'explique les mécanismes. Ils reconnaissaient que la teneur en humidité déterminait la susceptibilité à la moisissure et connaissaient le seuil critique de 13 à 14% par l'observation plutôt que par des instruments. Ils comprenaient que la circulation de l'air empêche la fermentation et que le contrôle de la température ralentit les taux de détérioration. Ils savaient que la fumée dissuade les nuisibles et que la lutte biologique contre les nuisibles fonctionne en continu sans intervention humaine. Cela représente une véritable connaissance scientifique acquise par l'observation systématique, l'expérimentation à travers les générations et une sagesse accumulée affinée au fil des siècles. La connaissance agricole médiévale était une science pratique, des tests d'hypothèses par application dans le monde réel, où l'échec signifiait la fin et le succès signifiait la survie. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, équipée de la réfrigération, des silos à grains industriels, des pesticides chimiques et des réseaux mondiaux de transport alimentaire, il est facile de tenir la conservation des aliments pour acquise. Nous supposons que la nourriture restera saine en stock, que la détérioration peut être évitée par la technologie, que les nuisibles représentent des désagréments gérables plutôt que des menaces existentielles. Pourtant, les défis fondamentaux restent identiques à ceux auxquels les fermiers médiévaux étaient confrontés. Protéger la nourriture de la détérioration et des nuisibles, maintenir la valeur nutritive, assurer la disponibilité au fil des saisons. De nombreuses techniques médiévales perdurent dans l'agriculture traditionnelle du monde entier, et un intérêt récent pour une lutte contre les nuisibles durables et sans produits chimiques a suscité un réexamen des méthodes historiques. La sagesse médiévale offre des leçons sur les systèmes redondants multiples par rapport aux solutions à pointe unique. La forte dépendance de l'agriculture moderne aux pesticides chimiques crée des vulnérabilités lorsque la résistance se développe, alors que la gestion intégrée des nuisibles médiévales combinait des approches physiques, biologiques et chimiques. La valeur de l'observation et de l'adaptation aux conditions locales, plutôt que d'imposer des solutions standardisées universelles, émerge clairement du succès agricole médiéval. Lorsque nous regardons le stockage du grain médiéval avec nos yeux d'aujourd'hui, nous ne voyons pas un tâtonnement primitif, mais une science pré-industrielle sophistiquée qui a soutenu des civilisations pendant des millénaires. Ces 10 astuces médiévales ont vaincu la moisissure, la pourriture et les rats grâce à l'ingéniosité, à une observation attentive et à l'application systématique des connaissances accumulées. Des fosses coletilizos souterraines, auto-stérilisantes, exploitant la chimie anaérobie, aux merveilles architecturales, intégrant chaque principe de conservation. Les fermiers médiévaux ont protégé la ressource la plus précieuse de l'humanité, contre des ennemis implacables. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des techniques de stockage du grain médiéval et de l'intelligence remarquable de nos ancêtres médiévaux. Si vous avez apprécié de découvrir ces solutions médiévales ingénieuses, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne intéressée par l'histoire médiévale, les méthodes agricoles traditionnelles ou la science fascinante de la conservation des aliments. Abonnez-vous pour plus d'exploration approfondie de la technologie et de la vie quotidienne au Moyen Âge. Les futures vidéos continueront de révéler les connaissances sophistiquées cachées dans des pratiques que nous considérons trop souvent comme primitives. Quelle technique médiévale vous a le plus surpris ? Saviez-vous que des fermiers, il y a 11 000 ans, comprenaient la conservation anaérobie, ou que de simples pierres en forme de champignons pouvaient créer des barrières absolues contre les rongeurs grimpeurs? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-moi quels aspects de la vie médiévale vous aimeriez explorer ensuite.